Il ne s'agit pas de travailler moins. Ce n'est pas la malchance qui vous poursuit. Ce qui freine votre argent, c'est un ensemble de lois spirituelles originales que personne ne vous a enseignées et qui régulent silencieusement chaque entrée et sortie de votre vie financière. Pensez-y, vous vous investissez, vous éliminez le superflu, vous suivez les conseils financiers à la lettre, et pourtant, l'abondance est toujours à portée de main. Pendant ce temps, des personnes apparemment moins préparées semblent attirer des portes ouvertes comme si c'était naturel. Cette différence est rarement liée à la chance ou au QI. Elle est liée à fréquence spirituelle. Ce que la plupart des gens ignorent, et Neville Goddard l'a déjà souligné, c'est qu'il existe des principes invisibles qui régissent la prospérité. Ils ne se trouvent ni dans les feuilles de calcul bancaire, ni dans les bulletins de notes. Ils résident dans les phrases que l'on répète sans s'en rendre compte, dans les peurs que l'on nourrit en silence, dans l'identité financière façonnée dès l'enfance. Et le plus troublant, ces lois ne s'arrêtent pas simplement parce que vous les ignorez. Au contraire, chaque pensée de manque, chaque mot prononcé avec désespoir, chaque accord intime avec la pénurie active ses forces contre vous comme un frein caché qui freine votre vie. Si vous avez déjà senti l'argent vous filer entre les doigts sans raison apparente, si vous avez l'impression que la situation ne tourne jamais en votre faveur, c'est parce que vous êtes empêtré dans ces codes cachés. Mais aujourd'hui, vous apprendrez à démanteler ce mécanisme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 lois spirituelles interdites qui pourraient entraver votre prospérité. Quand vous comprendrez leur fonctionnement, la donne changera. Car désormais, l'argent ne dictera plus les règles de votre vie. Toi, apprends à le commander. Combien de nuits vous êtes-vous couché avec le sentiment que votre vie financière était bloquée, boucle qui n'obéit pas à la logique. Vous travaillez dur toute la journée, vous organisez vos factures, vous négociez les échéances, vous vous privez de petits plaisirs, et quand vous regardez votre relevé, le sentiment de vide est le même. C'est comme regarder le même épisode d'une série que vous n'avez pas choisi, un épisode de manque et de tension constante. Peut-être avez-vous déjà tout fait correctement. Formation, heures supplémentaires, reconversion professionnelle, feuilles de calcul méticuleuses. Malgré tout, l'argent vous file entre les doigts comme de l'eau, laissant derrière lui une traînée de frustration. Cette souffrance n'est pas seulement numérique, c'est énergique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'entrée et de sortie, il s'agit de poids invisibles qui accompagnent chaque clic, chaque décision, chaque mot prononcé sans que l'on s'en rende compte. Au plus profond de vous-même, vous sentez une force silencieuse bloquer le flux. C'est ce malaise lorsqu'une opportunité se présente et que votre esprit murmure « ce n'est pas pour moi ». C'est cette vieille voix qui répète « l'argent ne convient pas aux gens comme vous ». C'est la répétition des peurs familiales, des histoires de difficultés, des pactes invisibles qui traversent les générations et continuent de vivre en vous. Et voici la vérité que presque personne ne veut nommer. Ce n'est pas ta faute, ce n'est ni l'incapacité ni le manque de mérite. Ce qui vous bloque se voit rarement à l'œil nu. Ce sont des principes cachés, lois spirituelles non enseignées, qui régissent votre rapport à l'argent. Et oui, ils fonctionnent, qu'on y croit ou non. Neville Goddard insistait, l'extérieur est le miroir de l'intérieur. Si la peur est intérieure, aucune stratégie extérieure ne peut tenir. Si la pénurie réside en nous, aucun effort extérieur ne peut la compenser. C'est pourquoi tant de gens vivent épuisés. Ils tentent de réformer le paysage extérieur tout en restant prisonniers de celui-ci. Code Interneski contrôle les flux financiers. Mais que se passerait-il si le changement ne consistait pas à travailler plus, mais à réaligner vous-même? Et s'il existait une carte, discrète mais précise, qui explique pourquoi vos progrès semblent atteindre le même plafond? Et comment le franchir immédiatement? C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons explorer calmement et en profondeur cette loi spirituelle interdite qui bloque l'argent de tant de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Plus important encore, vous comprendrez comment désactiver ce bloc sans force brute, échangeant la fatigue contre conscience et l'anxiété pour alignement. Avant d'aborder les lois, je voudrais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti ce blocage invisible dans l'argent? Dans quelle situation se manifeste-t-il le plus? Et dites-moi aussi d'où vous m'observez, en ville comme à la campagne. C'est émouvant de voir comment nous formons un réseau, dans des lieux différents, éprouvant des difficultés similaires et cherchant la même avancée. Et si en m'écoutant quelque chose en vous vous dit « j'ai besoin de continuer cette conversation »,
Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne non pas comme un geste mécanique, mais comme un engagement envers votre propre cheminement. C'est un lieu de clarté spirituelle, de croyances apaisantes et de construction d'une prospérité consciente. Un chemin pour vous. Ne marche pas seul. Imaginez que tout ce que vous avez dit sur l'argent ne disparaisse pas dans les airs, mais soit archivé dans une sorte de compte courant spirituel en votre nom. Chaque sentence prononcée était enregistrée comme une libération. Certaines crédits, d'autres débits, c'est ainsi qu'opère la loi de la parole. Votre bouche est la plume qui signe des contrats invisibles et l'univers liquide ce que vous autorisez avec votre voix. Vous avez peut-être dit en plaisantant « Je suis fauché, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi ». Mais d'un autre côté, ces mots ne sont pas perçus comme de l'humour, ils sont perçus comme ordre exécutable. Les mots ne sont pas seulement des sons, ils sont codes, ils programment votre champ émotionnel, ajustent votre thermostat financier et guident la réalité pour qu'elle s'organise selon le scénario que vous racontez chaque jour. Neville Goddard a appelé le mot graine une graine ne juge pas le terrain. Elle ne germe que lorsqu'elle trouve de la terre. La vie ne distingue pas si vous avez parlé par peur, par ironie ou par épuisement. Elle vous rend ce qu'elle a reçu. Si votre conversation quotidienne est un récit d'absence, de factures serrées et d'impossibilités, vous cultivez un jardin où la pénurie prospère avec vigueur. Une grande partie de ce vocabulaire restrictif n'est pas de votre faute. C'est patrimoine culturel. Nous grandissons en entendant des maximes comme « l'argent ne tombe pas du ciel »,« ceux qui naissent pauvres meurent pauvres »,« la richesse détruit le caractère ». Répétées pendant des années, ces phrases cessent d'être des opinions et deviennent pactes linguistiques gravés dans le subconscient. Sans nous en rendre compte, nous renouvelons ces contrats à chaque fois que nous appuyons sur le même refrain. Considérons maintenant l'inverse. Les paroles d'abondance ne sont pas des paroles d'entraide vide, elles sont des pots conscients. Dans ce récit spirituel, en déclarant « Je suis pourvu, l'argent coule à flot dans ma vie, ma source est inépuisable », vous attribuez de la valeur à la dimension invisible. Et l'invisible, tôt ou tard, pousse le visible à s'aligner. Le mot juste, répété avec émotion, produit l'effet intérêt de cohérence. Voici un ajustement décisif. Surveillance, ce n'est pas une surveillance anxieuse, c'est une attention aimante avec la bouche. On peut ressentir la peur sans la verbaliser comme un décret. On peut reconnaître une situation difficile sans la qualifier de fatalité. La différence entre raconter ce qu'on voit et décret ce que vous voulez, c'est la différence entre rester coincé dans l'extrait présent et oser changer l'équilibre. Des échanges simples transforment les trajectoires. Je suis fauché. On subvient à mes besoins pendant que j'organise mon flux. Ça ne marche jamais. Tout ce dont j'ai besoin arrive au bon moment. L'argent ne me cause que des problèmes. L'argent est un serviteur utile et obéissant. Je ne sais pas comment gagner plus. J'apprends vite et je deviens excellent pour prospérer. Au premier abord, cela peut paraître artificiel, tout comme il semblait naturel, pendant des années, de dire le contraire. La fluidité n'est pas une preuve de vérité. C'est une preuve de habitude. Vous avez entraîné votre langue à la rareté. Maintenant, vous l'entraînerez à l'abondance. Certains disent « mais je ne veux pas me mentir à moi-même ». Important, décret ce n'est pas un mensonge. Ces directions, vous ne décrivez pas ce que vous voyez, prescrit ce qu'il a décidé de vivre. La bouche n'a pas été faite uniquement pour rapporter le présent, elle a été faite pour l'architecter l'avenir. Tant que vous vous comporterez comme un reporter du manque, le monde continuera de vous donner des gros titres sur le manque. Lorsque vous assumerez la voix du auteur, l'histoire change de genre. Soyez également conscient du piège de l'auto-sabotage subtil. Vous déclarez quelque chose de positif et quelques secondes plus tard, vous dites « je plaisante ». Vous vous moquez de vous-même et vous vous corrigez. Ce post-texte fonctionne comme suit. Renversement spirituel, c'est comme signer un TED d'abondance et annuler immédiatement la transaction dans l'application. Les mots ont besoin ballast de continuité devenir matière. Une autre rééducation utile consiste à remplacer « je ne peux pas » par langue de choix. Ce n'est pas ma priorité pour le moment. Je vais aligner mes ressources et je reviendrai. Cela va dans mon budget de croissance. Observez comment votre corps réagit différemment. La première façon vous soumet à la tyrannie de l'argent. La seconde façon vous le rend paternité. Vous pouvez également créer rituels linguistiques pour des moments récurrents. Lors du paiement d'une facture, ce montant revient multiplié car il circule pour une mission. Lors de la réception d'un montant, je suis un bon récepteur et je permets à davantage de venir. Lors d'un investissement, ma semence est guidée avec sagesse
et produit une récolte généreuse. L'acte lui-même est le même. Fréquence ce qui accompagne l'acte et ce qui modifie le champ. Et si je fais une erreur, vous le ferez. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de prédominance. Si 70% de votre discours évoque déjà l'abondance, la situation commence à évoluer. Avec le temps, vous réalisez que parler de prospérité ne force pas l'optimisme. C'est honorer un principe. La vie répond à ce que vous décréez avec émotion. Une pratique quotidienne puissante. Inventaire linguistique. Pendant une semaine, notez les phrases que vous répétez sur l'argent, le travail et la valeur. À côté, écrivez la version exacte, lisez-le à voix haute, matin et soir. Ajoutez une image, sensation corporelle, scène, arôme, pour rendre le décret plus puissant. Texture émotionnelle, exactement comme Neville l'a enseigné. Imaginez la fin comme déjà vécue. Et enfin, adoptez ce critère simple avant de parler. Cette phrase construit mon avenir financier ou simplement répéter mon passé? Si tu le construis, parle-le. Si tu le répètes, tais-toi, respire et choisis une autre phrase. La bouche est une levier. Chaque utilisation vous fait avancer de quelques millimètres dans le sens du manque ou de l'abondance. Quand vous comprenez ce qu'est un mot-monnaie spirituel, commence à considérer chaque conversation comme une transaction de grande valeur. Et cela inaugure une nouvelle éthique personnelle, ne dire que ce que l'on veut, financier avec votre propre vie. À partir de là, votre équilibre linguistique commence à jouer en votre faveur, et ce n'est que la première brique. Parce que le mot sens coulaire devient un dogme aride. Dans la loi suivante, vous comprendrez pourquoi l'argent ne croît que lorsqu'il se déplace et comment aligner votre vibration lorsque vous dépensez, donnez, investissez et recevez afin que le cycle se multiplie. Si le mot est l'ordre de service, la circulation et l'attravail sur le terrain, déclarer l'abondance ouvre la voie. Investir de l'argent dans la circulation est ce qui ouvre véritablement la voie sous vos pieds. L'argent est une énergie condensée, et l'énergie qui ne circule pas perd de sa vigueur, tout comme un muscle plâtré perd de sa force avec le temps. Imaginez un circuit électrique, l'ampoule s'allume lorsque le courant passe. Si vous coupez le fil, quelle que soit la puissance de la centrale, la lumière ne vient pas. Il en va de même pour votre vie financière. Lorsque vous enfermez vos valeurs par peur, le courant se coupe. Lorsque vous agissez consciemment, la lumière se rallume, les opportunités surgissent, les idées se multiplient, des portes s'ouvrent là où il y avait autrefois des murs. La métaphore de Rio reste parfaite. L'eau stagnante devient trouble, crée du limon et attire les moustiques. L'eau courante s'oxygène, se déverse dans la mer, s'évapore, devient pluie et fertilise à nouveau. L'argent qui circule alimente un cycle qui vous revient par des voies souvent imprévisibles. L'argent retenu par panique devient une flaque. Il s'évapore sans nourrir. Vous connaissez peut-être cette sensation d'oppression au moment de payer une facture, ce sentiment de perte à chaque virement. Cette oppression est plus que psychologique. Elle est vibration lorsque vous libérez une valeur en affirmant intérieurement « j'espère qu'elle ne manquera pas », vous communiquez à l'univers « je crois à la rareté ». Et l'univers, tel un écho, vous renvoie la même note. Cependant, lorsque vous la renvoyez en affirmant « cela revient multiplié » car cela remplit un but, vous changez la donne point signature énergétique de l'opération. C'est le même montant, mais avec une destination très différente. Neville Goddard nous a rappelé que l'extérieur suit l'intérieur. La circulation faite dans la peur renforce le pacte avec le manque. La circulation faite dans la confiance affirme un accord avec l'abondance. C'est comme respirer. Essayez d'inspirer et de retenir votre souffle indéfiniment. En quelques secondes, votre corps réclame du soulagement. Vous expirez et il revient. La vie est faite de va-et-vient. L'argent qui entre et sort à un rythme sain renforce votre capacité à recevoir point plus. Important, la circulation n'est pas une imprudence, il ne s'agit pas de dépenser pour apaiser l'anxiété, ni de confondre foi et impulsivité. La circulation est geste conscient, c'est investir là où votre âme trouve un sens. C'est rendre avec gratitude ce qui nourrit votre vie. C'est donner sans drame, avec la certitude que la graine plantée trouvera un terreau fertile. C'est agir sans attachement, ce qui, laissé debout, rouille. Observez les gens prospères. Tous, d'une manière ou d'une autre, se déplacent, ils achètent des actifs, réinvestissent leurs bénéfices et font fructifier leur argent. Même lorsqu'ils épargnent, ils ne le font pas par peur. Ils épargnent en fonction de leurs moyens, stratégies
pas comme une tranchée. La différence est subtile et décisive. La peur fige, la stratégie chaîne. Les états internes, la façon dont vous circulez est cruciale. Deux personnes paient exactement le même montant. L'une grogne « Voilà mon argent ». L'autre rend hommage « Merci, la vie, de m'avoir permis de payer ». Cette valeur revient sous forme de paix et d'opportunité. La dette comptable est identique, mais le bilan spirituel est inverse. L'une ferme des fenêtres invisibles, l'autre ouvre des fenêtres. Et si vous dites « Mais j'ai peu, comment vais-je me déplacer ?» L'univers ne compte pas par nombre. Il compte par conscience. Un don sincère, modeste et bienveillant, accompagné de paroles bienveillantes, crée plus d'impact qu'une grosse somme donnée par ressentiment. N'oubliez pas, c'est la loi qui juge point vibration, pas le volume. Commencez là où vous êtes. Au payer quelque chose d'essentiel, disons, cet argent remplit sa mission et revient élargi. Au seulement une valeur, déclarez « Je sème l'abondance et je récolte l'abondance ». Au investir dans l'apprentissage, les outils ou les projets, affirmez « J'arrose mon arbre à revenus ». Au recevoir, validez « Je suis un bon récepteur, je laisse plus venir facilement ». Créez également de petits rituels de flux une fois par semaine. Déplacez un montant, n'importe lequel, avec une intention claire. Soutenir quelqu'un, régler une facture en avance, acheter quelque chose qui stimule votre croissance. Faites-en une habitude, point confiance pratique. Vous apprenez à votre système nerveux que lâcher prise ne signifie pas perdre. Cela signifie participer du cycle qui vous soutient. La question peut se poser. Et si je me promène et que rien ne se passe? Quelque chose toujours, cela se produit lorsque la vibration change. Parfois d'abord intérieurement, par une réorganisation des croyances, puis extérieurement, par une réorganisation des circonstances. L'anxiété liée aux résultats immédiats est en soi un obstacle à la fluidité. De même que vous n'arracheriez pas un jeune plant pour vérifier ses racines, évitez de saboter le cycle en le piquant toutes les heures. Plante, arroser, faire confiance. Autre point crucial, la diffusion implique de dire sima ce qui s'étend et nona ce qui saigne. Beaucoup de gens confondent fluidité et acceptation de tout. Être fluide, c'est une question de direction. Il s'agit d'identifier les drains, les abonnements qui ne vous servent plus, les achats effectués par nécessité, les promesses qui vous freinent, et de les combler doucement et fermement. Chaque renoncement conscient, c'est aussi une circulation, car elle réalloue l'énergie là où elle porte ses fruits. Une pratique puissante est la carte de flux sûr, une feuille de papier, dessinez 4 flèches, entrées, sorties essentielles, investissement, générosité. Sur chaque flèche, écrivez « Comme vous voulez que l'argent circule et que ressens-tu ». Lorsqu'il bouge, remarquez les signes de culpabilité, de peur ou de rigidité. Ajoutez de nouvelles phrases à ces moments-là. Par exemple, « Je ressens le poids du paiement du logement. Mon logement m'abrite et me donne de la sécurité. J'honore cet échange. J'hésite à investir. Je fais confiance à mon jugement. L'apprentissage rapporte de la valeur. J'ai l'impression que donner me vide. Quand je donne, je moi multiple. » Au fur et à mesure que vous affinez ces sensations, le flux trouve moins de friction et des opportunités qui ont toujours existé, mais qui vous échappaient, commencent à se faire remarquer. Ce n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part, c'est votre fréquence actuelle, point voite. Gardez également cette distinction à l'esprit. Accumulationniste différent de réservation. Accumuler par peur est un encombrement émotionnel. Cela vous pèse, prend de la place et ne vous protège pas vraiment. Accumuler par objectif est le fondement de l'expansion. Cela vous donne un rythme, une impulsion et une liberté de choix. Ceux qui accumulent par peur bloquent la marée. Ceux qui construisent des réserves avec lucidité dansent avec la marée. En période de dépenses importantes, impôts, entretien imprévu, résistez au discours du « j'ai été puni ». Dites plutôt « je fais le ménage pour pouvoir recevoir davantage, l'esprit tranquille ». Cette réinterprétation n'est pas une illusion, c'est une question d'hygiène de flux. Vous changez le champ avec l'histoire que vous choisissez de raconter sur chaque mouvement. Et quand la peur frappe, car elle vous rendra visite, rappelez-vous, la peur est une invitation aux micro-circulations. Remboursez un petit geste avec gratitude. Faites un don symbolique. Consacrez une demi-heure à apprendre quelque chose qui pourrait vous être utile plus tard. 3 mouvements simples, effectués en cas de besoin, apprennent à votre corps que vous gardez le contrôle. En fin de compte, la loi de la circulation vous repositionne otage à régent de votre flux. Vous cessez de réagir avec panique et commencez ce rythme de commande. Entre, sort, revient, croît.
Les mots sans action deviennent des croyances théoriques. Le mouvement sans parole devient une grande roue émotionnelle. Lorsque vous unissez les deux, décret et flux, l'argent cesse d'être un méchant ou une divinité et retrouve sa juste place, instrument obéissant. Et voici la transition naturelle vers la clé suivante. Vous avez déjà appris à parler comme quelqu'un qui croit et à agir comme quelqu'un qui fait confiance. Le troisième pilier manque, être comme quelqu'un qui vit déjà la réalité qu'il désire. C'est le saut de l'intention à identité vécue. Dans la séquence, le loi de l'Assomption montre pourquoi la prospérité ne vient pas à ceux qui attendent de voir pour croire, mais à ceux qui croient voir. Après avoir compris que le loi de la parole crédite ou débite votre champ et que le loi sur la circulation maintient le pouls de la prospérité en vie, le temps est venu pour l'engrenage qui donne un sens aux deux autres. Loi de l'Assomption, elle, affirme, sans demander la permission à la logique commune, que la réalité extérieure ne se reconfigure que lorsque la réalité intérieure est déjà considérée comme complète. Ce n'est pas demain que les choses s'amélioreront, c'est maintenant que vous supposez, dans son intégralité, l'état final que vous souhaitez expérimenter. C'est là que beaucoup se retrouvent bloqués. La plupart se mettent dans l'expectative « quand je gagnerai plus, je me sentirai prospère. Quand je serai remboursé de mes dettes, je pousserai un soupir de soulagement. Quand l'occasion se présentera, je ferai le riche. » Loi de l'Assomption démonte ce récit et déplace l'axe. D'abord vient le posturette les sentiments de ceux qui sont déjà arrivés. Alors, le monde physique obéit, tout simplement. Neville Goddard appelait cela « assumer la fin », habiter, de l'intérieur, le dénouement comme s'il était déjà passé. L'intrigue se précipite alors pour rattraper ce que vous avez décrété comme un fait interne. Il ne s'agit pas d'une prétention naïve, mais d'intelligence spirituelle. Le subconscient ne débat pas avec ce qui est sens comme vérité. Elle embrasse l'état que vous maintenez constamment et invoque silencieusement les circonstances pour qu'elles correspondent à cet état. Lorsqu'on vit dans la vibration du « pas encore », on perpétue le « pas encore ». Lorsqu'on supposait « c'est déjà », crée un champ dans lequel « c'est déjà » devient inévitable. Remarquez comment le piège de l'attente se déguise en prudence. La personne étudie, répète des affirmations, tente de faire circuler le peu qu'elle possède, mais conserve en elle une réserve secrète. Voir, c'est croire. Cette réserve est le secret de la rareté. Loi de l'Assomption inversée. Le mot de passe, croire c'est voir, ce n'est pas du délire. C'est la loi qui régit le pont entre l'invisible et le visible. Ce que vous stait à l'intérieur, vous commencez à organiser ce que vous trouvez à l'extérieur. Peut-être avez-vous été témoin d'histoires qui, à première vue, semblent être des coïncidences. Quelqu'un, lassé de la vie, décide, par une nuit tout à fait ordinaire, de clore le chapitre de la perte, intérieurement. Il pose la tête sur le sol et, au lieu de se laisser aller à ses vieux soucis, s'autorise à se ressourcer, ressentir le soulagement d'une vie bien remplie. Il dort dans ce soulagement comme après un long voyage. Les jours suivants, rien de spectaculaire ne se produit, jusqu'à ce qu'une vieille conversation revienne, qu'une invitation refait surface, qu'une idée longtemps différée trouve un financeur. L'improbable n'est pas tombé du ciel, il était tiré par l'identité supposée. Un loi de l'Assomption dépend pas d'un scénario favorable. Il suffit simplement que cohérence maintenir l'état choisi, même lorsque l'environnement ne le reflète pas encore. La plante ne ressent pas de ressentiment envers le sol avant de germer. Elle germe parce qu'il est ce que c'est. De la même manière, la conscience qui se déclare prospère ne négocie pas avec l'extrait. Elle reste ça la fin choisie jusqu'à ce que l'extrait apprenne la langue de la nouvelle saison. Et si je prenais le pouvoir et que rien ne change? Une question qui résonne dans les allées du doute. La loi répond avec la simplicité d'un champ cultivé. La semence n'est pas un spectacle. La semence est processus. La période où rien ne apparaît est la période où tout organise. L'inquiétude de fouiller la terre à chaque heure, poussée par la peur d'avoir été naïf, est le geste qui arrache les racines tendres. Loi de l'Assomption opère dans la sérénité de quelqu'un qui a déjà signé la dernière page. Le chapitre du milieu a juste besoin de rattraper son retard. Un point crucial distingue le désir de l'Assomption. Le désir maintient la distance, je veux. L'Assomption annule la distance, je suis. Le désir implore, l'Assomption déclare. Le désir mesure le temps, l'hypothèse habite le temps. Ceux qui désirent sans cesse renforcent l'absence de ce qu'ils désirent. Ceux qui l'embrassent, même humblement,
commencent à irradier le champ de ce qui est déjà. C'est pourquoi ceux qui le désirent ardemment restent au même endroit, tandis que d'autres, avec moins d'efforts apparents, glissent vers de nouvelles réalités. Ce n'est pas un effort brut, c'est un état. Un loi de l'Assomption, cela explique aussi pourquoi de nombreux projets échouent à la veille de leur fin. De l'extérieur, tout semble prêt. À l'intérieur, notre identité répète encore de vieilles étiquettes. Les gens comme moi ne peuvent pas s'accrocher à la richesse. Il se passe toujours quelque chose quand on y est presque. Accepter la fin démantèle ces scénarios invisibles. Il ne s'agit pas de faire des déclarations au hasard. Il s'agit des rebelles sentiments que quelque chose s'accomplit avec tant de naturel que le corps, la voix, les choix et le regard commencent à révéler le nouveau sentiment d'appartenance. Cela ne signifie pas de l'arrogance, cela signifie repos. Le reste de ceux qui ne mendient pas l'univers, mais marchent sous le loi de l'Assomption avec la tranquillité de celui qui a déjà reçu la réponse et qui achève simplement son chemin. Ce repos a un parfum unique. Il n'est pas apathique. Il est certitude silencieuse. Il ne méprise pas l'action. Il guide l'action. Il ne méprise pas les chiffres. Il réaligne les chiffres. Il ne conteste pas la réalité. Éducation, la réalité. Quand loi de l'Assomption dès son arrivée, les épreuves de l'ancienne identité apparaissent. Une facture inattendue, un retard, un commentaire qui ravive une vieille blessure. Le vieux réflexe est de revenir à la personnalité, ça ne marche jamais. Mais la loi exige la permanence. Rester dans la position finale choisie lorsque rien ne se produit. Rester lorsque quelque chose la contredit. Rester lorsque tout conspire. La permanence est la grammaire de cette loi. C'est la permanence qui donne poids spécifique à l'état supposé. Remarquez comment cela relie les lois précédentes. Loi de la parole, lequel loi de l'Assomption transforme en un beau son sans densité, dit-il, mais non net. Qu'un loi sur la circulation, lequel loi de l'Assomption devient un mouvement anxieux. Il court, mais pas il arrive. Lorsque l'hypothèse s'impose, le mot prend forme et la circulation prend de l'ampleur. On cesse de dépenser pour se sentir quelqu'un et on commence à agir comme quelqu'un et quelqu'un. Le monde le remarque. Les gens le remarquent, le temps le remarque. C'est aussi là que l'ego tente de détourner le processus. Si je le suis déjà, alors je dois le prouver. Loi de l'Assomption ne demande pas de preuves. Demande alignement prouver est un geste de nécessité. S'aligner est un geste de souveraineté douce. Ceux qui ont besoin de prouver doutent encore. Ceux qui s'alignent ont déjà trouvé le lieu d'où ils parlent et vers lequel ils vont. Et ce lieu, une fois occupé, commence à émettre des signaux qui réorganisent tout autour de lui. Relations, opportunités, valeurs, priorités. Une véritable hypothèse n'est pas un défilé de phrases, c'est une climate intérieure. On reconnaît cette ambiance dans les détails. L'agitation perd de son acuité. L'esprit cesse de surveiller l'horloge du destin. Se comparer aux autres perd de son attrait. Non pas parce que ça a marché, mais parce que qu'est vrai, la récolte sera une conséquence de la météo et non un facteur de confiance. C'est exactement ainsi que loi de l'Assomption assure la traversée. Et quand la vieille peur murmure qu'il vaut mieux se calmer pour ne pas être frustré, rappelez-vous le principe, la frustration est la fille d'espérance conditionnelle. Je ne m'autoriserai à ressentir que lorsque cela se produira. L'Assomption est la mère de attente inconditionnelle. UE sûr se manifeste donc. L'un négocie, l'autre décrète. L'un demande, l'autre établit. C'est pourquoi, pour beaucoup, le retournement de situation fut moins un événement spectaculaire qu'un nouveau silence. Le jour où ils ont décidé d'appartenir, sans fanfare, à la réalité qu'ils ont choisie. En fin de compte, le loi de l'Assomption vous restitue le pouvoir d'auteur que la rareté a tenté de détourner. En vivant la finale intérieure, vous réécrivez le AC de l'extérieur. La vie cesse alors d'être un labyrinthe, où l'on tâtonne le long des murs pour devenir un couloir dont les portes s'ouvrent au fur et à mesure de la marche. Non pas parce que le monde est soudain devenu magique, mais parce que l'on a cessé de négocier avec le presque pour habiter le déjà. Et c'est précisément ici qu'une autre clé doit entrer en jeu pour que la récolte soit multipliée. Et non pas seulement maintenue. Loi de la générosité avec la parole. Si supposer renforce qui vous êtes c'est la générosité déclarée qui élargit ce que vous-ci l'a donné, avec le mot juste, n'est pas une étiquette spirituelle, c'est un mécanisme de multiplication. Après le loi de la parole positionne votre voix comme une force créatrice, et loi sur la circulation rétablit le pool du flux, et le loi de l'Assomption fixe l'identité du déjà est,
L'engrenage qui étend la portée de tout cela apparaît. Le loi de la générosité avec la parole Selah révèle un détail que la plupart des gens ignorent. L'acte de donner en soi ne complète pas le processus spirituel. Ce qui définit le destin de la graine, c'est la parole qui l'accompagne. Sans mots, le geste n'est qu'un geste. Avec les mots, le geste reçoit une adresse, une mission et un retour. En silence, nombreux sont ceux qui contribuent, paient, aident, mais intérieurement, ils murmurent, ressentent du ressentiment et craignent d'être laissés pour compte. La générosité est donc imprégnée d'un sous-entendu de perte. L'univers ne lit pas seulement l'action visible, il lit la signature vibratoire qui accompagne la valeur. Donner teinté de peur communique la pénurie. Donner illuminé par la conviction communique l'abondance. C'est pourquoi les personnes bienveillantes, au cœur généreux, restent si souvent dans l'impasse. Le chant n'écoute pas seulement ce que fait la main, mais aussi ce que la bouche, explicite ou voilée, décrète sur ce qui a été fait. Un loi de la générosité avec la parole, elle, ne transforme pas l'argent en talisman. Elle le restaure à sa nature énergétique obéissante. Lorsque la valeur disparaît, elle emporte avec elle l'histoire que vous lui avez attachée. Si l'histoire dit « elle est partie », le cycle se termine par un adieu. Si l'histoire dit « elle remplit sa fonction et revient multipliée », le cycle s'ouvre pour le retour. L'opération est la même en apparence. Dans l'invisible, ce sont des opérations différentes. L'une ferme, l'autre inaugure. Neville Goddard insistait sur le fait que l'invisible précède le visible. La générosité est l'ouverture matérielle de l'espace. La parole est le remplissage de cet espace par le destin. Par conséquent, la loi ne mesure pas les quantités, mais la cohérence. Une petite somme imprégnée d'une conviction claire est plus féconde que des sommes importantes accompagnées de plaintes. La mathématique de l'esprit ne s'impose pas aux chiffres, elle s'aligne sur le sens. Certains confondent cette loi avec un calcul égoïste, comme si déclarer un retour entachait l'acte de donner. C'est tout le contraire. Un cycle sain comprend à la fois un retour et un autre. Refuser le retour, c'est rejeter l'intégrité du cycle. Loi de la générosité avec la parole, il honore la réciprocité du flux. Ceux qui libèrent inconsciemment ouvrent des canaux pour que la vie elle-même puisse continuer à se libérer. La multiplication n'est pas une récompense. Elle permet au fleuve de continuer à couler. Le langage intérieur est le filtre décisif. Lorsque l'esprit dit « je me vide », le corps tout entier s'organise pour soutenir le récit du vide. Lorsque l'esprit dit « je sème », le système accepte sans ressentiment l'intervalle entre la plantation et la récolte, et dans cette atmosphère, la récolte trouve son chemin. La loi n'exige pas de théâtralité, elle exige de la clarté. Elle n'exige pas de phrases grandiloquentes, elle exige une absence de sabotage dans l'intention. Remarquez comment cette clé relie les précédentes. Loi de la parole établit le code. Ici, le code accompagne l'acte. Loi sur la circulation déplace l'énergie. Ici, c'est la parole qui dirige le mouvement. Loi de l'Assomption, elle, établit l'identité du donateur. Ici, la parole garantit que ce qui est donné est restitué conformément à cette identité. Sans cette couture, la générosité devient sujette aux sautes d'humeur, à la peur et à la comparaison, et la récolte dépend du hasard et non de la loi. Lorsque la générosité s'allie aux mots, le don cesse d'être une perte et devient une continuité. Les factures cessent d'être une punition et deviennent un soutien à ce qui soutient. Le soutien cesse d'être un sacrifice et devient une participation à la croissance de l'ensemble. L'investissement cesse d'être une menace et devient le prolongement naturel de ceux qui se savent source. Le geste change d'apparence sans changer de forme. C'est la même main, mais portant désormais un décret qui appelle à la multiplication. Cette loi démantèle également le mythe du « trop tard ». Peu importe le temps passé à râler ou à payer dans la peur, le secteur répond à ce qui est actuel. Quand la conscience change, la signature change. Quand la signature change, le chemin de la valeur change. Il n'y a pas de fatalisme dans l'abondance, il y a adhésion. La récolte dépend de qui vous êtes et de ce que vous dites en agissant. En fin de compte, le loi de la générosité avec la parole, elle, redonne sa pureté à l'acte de donner. Sans elle, la main s'ouvre, mais le cœur se contracte. Avec elle, la main s'ouvre et le cœur s'élargit. Et c'est cette expansion que l'univers reproduit. Donner cesse alors de se vider et commence à s'élargir. La vie reconnaît ceux qui élargissent le lit de la rivière et, comme l'eau, préfère couler là où elle trouve de la largeur. Lorsque cette compréhension s'installe, l'activité financière acquiert une sérénité nouvelle. La peur de ne jamais revenir cède la place au respect des cycles.
Les sorties ne provoquent plus la panique. Les entrées ne sont plus idolâtrées. Tout reste en place. La parole gouverne, la circulation maintient, l'hypothèse soutient et la générosité verbale se répand. L'abondance trouve enfin un terrain stable pour se maintenir. Il existe une dissonance commune qui sape la prospérité de manière presque imperceptible. Nous disons une chose, ressentons une autre chose, et, au fond, nous espérons le contraire. Droit des accords révèle que les flux financiers ne trouvent leur origine que lorsque les mots, les croyances et les attentes trouvent un écho. Lorsqu'il y a un brouhaha entre ces trois niveaux, l'univers reçoit des signaux contradictoires et réagit avec des résultats tout aussi déroutants. Il est facile de constater ce décalage au quotidien. Quelqu'un répète « Je suis prospère » le matin, mais dès qu'il ouvre son application bancaire, sa gorge se serre et une ombre de doute s'installe. Plus tard, au moment de prendre des décisions, il agit comme s'il attendait le prochain revers. Une seule phrase ne suffit pas à affirmer la réalité lorsque les sentiments la nient et que les attentes anticipent le pire. Le domaine ne se contente pas d'exécuter ce qui est dit. Il obéit à ce qui est dit, est ensemble. Paroles, affection et horizon intérieur alignés. Cette incohérence provient souvent de vieux contrats, hérités de la famille, de l'école et des croyances culturelles. Ces affirmations sont devenues un fond sonore. L'argent est compliqué. Les gens comme nous ne s'enrichissent pas. Il faut souffrir pour le mériter. Même sans les prononcer, nous portons leurs vibrations et cela contamine nos attentes. Il en résulte un cœur divisé, capable de proclamer l'abondance le matin et l'après-midi, de se comporter comme une sentinelle du manque. Droit des accords s'exige la rupture de ces pactes silencieux et la signature de nouveaux, où la parole, la croyance et l'attente se confirment mutuellement. Neville Goddard a attiré l'attention sur le rôle du sentiment comme sceau de ce qui est affirmé. Sans sentiment correspondant, le mot reste sans racine. Et sans attente compatible, le sentiment devient éphémère. C'est la convergence qui crée la densité spirituelle. Lorsque vous prononcez « je suis pourvu » et en même temps sentir cette disposition comme climat intérieur, et attendez naturellement, à mesure que la vie confirme cet état, quelque chose se réorganise de manière stable. Ce n'est pas un théâtre mental, c'est une unification vibratoire. L'épreuve de cette loi se joue dans les détails. Vous vous promettez de faire confiance au flux, mais face à un événement inattendu, vous revenez au récit selon lequel il manque toujours quelque chose. Vous affirmez une vision généreuse de l'avenir, mais passez la journée à recueillir des preuves du passé. L'accord s'effondre dans ces micro-gestes, car en pratique, la véritable attente est la répétition et non la nouveauté. Le tournant survient lorsque votre ton de base change, lorsque même en silence vous attendez déjà des développements cohérents avec ce que vous dites et ressentez. Beaucoup de gens confondent espoir et attente. L'espoir comporte toujours un élément de « qui sait ». L'attente est une douce certitude. L'espoir guette les signes extérieurs. L'attente naît de l'intérieur et dicte le ton des signes. Droit des accords. Elle opère là où l'attente cesse d'être un marché pour devenir une position. Il ne s'agit pas de nier les faits, mais de suspendre l'ancienne compulsion à les interpréter à votre détriment. Les mêmes données numériques peuvent être interprétées comme une confirmation de rareté ou comme un stade de maturation. La décision est prise selon l'accord interne que vous avez établi. Lorsque cet accord commence à se concrétiser, il transforme votre façon de raconter votre vie. Votre vocabulaire perd de son caractère dramatique et gagne en précision. Les réactions impulsives cèdent la place à une sérénité qui n'est pas de la passivité, mais plutôt de la cohérence. Vous cessez de signer des reçus pour votre ancienne identité sans même vous en rendre compte. Vous cessez d'attendre les coups du sort comme s'ils étaient inévitables. Ce n'est pas de la naïveté. C'est un refus conscient de continuer à financer des scénarios qui ne font que répéter d'anciens pactes. Il est fréquent que, lorsqu'on tente d'établir cette cohérence, des preuves surgissent et attisent les blessures. Un retard, une facture inattendue, un commentaire désobligeant. Ces événements ne semblent pas réfuter la loi. Ils semblent révéler les failles de l'accord. Si la parole reste ferme, mais que le sentiment vacille, la faille réside dans l'affect. Si le sentiment persiste, mais que les attentes glissent vers le pessimisme, la faille réside dans l'horizon intérieur. Ainsi, chaque friction devient un diagnostic et une invitation au réalignement, et non une condamnation. Cette même loi explique pourquoi les déclarations sporadiques produisent des pics et des creux. Les bons jours, vous parlez et ressentez l'abondance. Les jours difficiles, vous vous attendez à nouveau au pire.
Le champ oscille alors avec lui. Lorsque l'accord devient une habitude, la courbe s'aplanit. La vie commence à réagir de manière moins erratique, car votre auto-émission n'est plus intermittente. L'univers préfère les signaux stables. Droit des accords ceste, par excellence, la loi de la stabilité vibratoire. La cohérence entre le discours, la croyance et l'attente redéfinit également la notion de valeur. Nombreux sont ceux qui affirment « je mérite de prospérer », mais la croyance sous-jacente continue de murmurer « ce n'est pas pour moi ». Dans cette tension, tout progrès déclenche l'auto-sabotage. Les individus attirent une opportunité et, sans s'en rendre compte, la restituent par des choix qui les éloignent de ce qu'ils désirent. Une fois l'accord trouvé, la valeur cesse d'être un slogan pour devenir une température intérieure. La prospérité cesse d'être un corps étranger à tolérer quelques heures pour devenir un environnement où l'on respire sans effort. Une autre idée reçue est que la cohérence exige de la rigidité. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de penser positivement à tout prix. La loi exige l'unité, pas le déni. On peut reconnaître une peur sans la transformer en décret. On peut dénoncer un point sensible sans en appeler à sa répétition. Ce qui rompt l'accord, ce n'est pas le sentiment, c'est l'approuver le sentiment comme destin. Ce qui maintient l'accord, c'est de laisser l'émotion s'infiltrer sans céder le contrôle du récit. Quand droit des accords une fois établi, d'autres lois cessent d'être techniques et commencent à exprimer une identité unique. La parole cesse d'être un effort et devient une extension naturelle de soi. La circulation n'est plus une tentative de prouver la confiance, mais plutôt la conséquence d'une confiance déjà existante. L'assomption cesse d'être un exercice et devient une résidence. La générosité verbale n'exige plus de garantie, car l'attente réside désormais dans le pluriel de la multiplication. Le signe le plus clair que l'accord a mûri est la simplicité. On parle moins pour convaincre et plus pour confirmer, elle attend sans immédiateté. Non parce qu'elle a renoncé, mais parce qu'elle appartient au but choisi. Elle croit sans hystérie, car le cœur a trouvé le siège de son propre centre. À partir de cet axe, les résultats deviennent cohérents. Non parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que son émission a cessé d'osciller entre des pôles incompatibles. Dans le domaine de la prospérité, le droit des accords, c'est la ligne de partage entre ceux qui connaissent les principes et ceux qui les incarnent. C'est le moment où l'univers reçoit enfin un commandement unique et continu et commence à composer autour de lui des circonstances qui sonnent comme de la musique et non du bruit. C'est aussi le passage naturel vers la vérité suivante. Tout ce que vous accomplissez, maintenir ça dépend de ce que tu crois être l'identité et le plafond et le plancher de la richesse. Et c'est pourquoi le voyage continue. Loi de l'identité, ce qui révèle pourquoi personne ne peut maintenir une prospérité supérieure à l'image qu'il projette de lui-même. Il y a un point où toutes les techniques perdent leur pouvoir si quelque chose de plus profond ne change pas. L'image que vous portez de vous-même. Loi de l'identité déclare que personne ne maintient longtemps une réalité supérieure à son propre autoportrait. Lorsque la vie vous offre quelque chose qui dépasse votre plafond intérieur, le subconscient trouve le moyen de rétrécir la scène jusqu'à ce qu'elle rentre à nouveau dans son cadre initial. C'est pourquoi les histoires de gains soudains suivis de pertes ne sont pas rares. Le problème ne résidait pas seulement dans la gestion ou la malchance, il était appartenance, la personne a reçu une récolte à laquelle elle se sentait intérieurement mal préparée. Son subconscient, zélé pour la cohérence, a tenté d'ajuster l'extérieur à la taille de ce qu'elle croyait être. Quel que soit son désir de prospérer, si elle continue silencieusement à se considérer comme quelqu'un qui fait toujours avec, vit au bord du gouffre ou n'est pas né pour ça, l'existence s'organise pour confirmer cette identité, même indirectement. Neville Goddard a simplifié le principe. On n'obtient pas ce que l'on veut, mais ce que l'on suppose être. Le désir peut indiquer la voie, mais c'est l'identité qui fonde un foyer. Si votre essence réagit encore à la rareté, chaque pas en avant déclenche des alarmes invisibles. Vous attirez une opportunité, et sans vous en rendre compte, vous la retardez. Vous engagez une négociation et, par de petits choix successifs, vous la freinez. Vous recevez une somme d'argent, et bientôt, il faut la dépenser pour des urgences qui surgissent comme par magie. Ce n'est pas une malédiction, c'est l'autopréservation de l'ancienne image. Cette loi explique aussi pourquoi tant de personnes s'épuisent à prouver leur valeur. Ceux qui se perçoivent comme petits tentent de compenser par des efforts excessifs, en accumulant diplômes, heures supplémentaires et promesses. La réalité cède parfois, mais se contracte ensuite à nouveau.
La fatigue ne vient pas seulement de ce qui est fait, mais aussi du lieu où cela se produit. Un moi qui, au fond, ne se le permet pas. Soutenir ce qu'il dit, il le recherche. Tant que l'identité ne s'élève pas, la vie ne se stabilise pas. L'identité n'est pas un slogan. Ces températures, vous reconnaissez le vôtre à votre lecture des faits. Face aux mêmes chiffres sur le relevé, l'un se sent coupable et se contracte. L'autre voit une étape et s'adapte. Face à la même opportunité, l'un se sent trop grand pour moi. L'autre comprend c'est ma taille. Rien n'a changé extérieurement, seulement celui qui regarde. Loi de l'identité, c'est ce filtre. Ce que vous croyez être détermine ce qui est normal pour vous. Et la vie revient vite à la normale. Nombreux sont ceux qui portent en eux des étiquettes héritées dès leur plus jeune âge. Tout est difficile chez nous. L'argent est un problème. C'est moche d'en vouloir plus. Ces phrases, répétées comme des bavardages, ont façonné un état d'esprit intérieur qui craint l'expansion. Non pas par malveillance, mais parce que loyauté comment s'épanouir sans paraître déloyal envers l'histoire de sa famille. Comment grandir sans avoir l'impression d'avoir abandonné le navire? L'ancienne identité se protège en disant « ce n'est pas pour moi ». Et pour vous empêcher de trahir ce pacte, elle sabote discrètement chaque aventure. Il y a aussi l'identité du survivant, quelqu'un qui se targue de trouver une solution chaque mois, de tenir le coup, de tenir bon. Cette force était nécessaire en période de sécheresse, mais lorsqu'elle devient un mode de vie, elle empêche de meilleurs atterrissages. Ceux qui se considèrent comme des survivants ne se reconnaissent pas dans un pays d'abondance. Ils ont besoin des crises pour se sentir utiles. Sans s'en rendre compte, ils invoquent les tempêtes pour justifier leur propre armure. La prospérité, alors, ne trouve pas de foyer. Elle trouve un refuge. Le tournant se produit lorsque l'appartenance change. Au lieu de rechercher des signes extérieurs pour se sentir responsabilisé, on autorise intérieurement ce que l'on souhaite maintenir extérieurement. Il ne s'agit pas de convaincre son esprit avec des phrases creuses, mais de demeurer un nouveau climat. La tranquillité de savoir qu'on appartient au territoire de l'abondance. C'est une paix sans fanfare qui modifie le timbre de votre voix, votre posture et vos prises de décision. Les choix cessent d'être des négociations avec la peur et deviennent des confirmations de qui vous êtes. Ce changement d'identité a des effets silencieux. Ce qui semblait autrefois une menace devient un maintien. Ce qui semblait autrefois une chance devient une conséquence. Ce qui nécessitait autrefois une preuve devient une expression. La vie, réalisant qu'elle a trouvé un nouveau terrain, prend racine. De nouveaux partenaires apparaissent, les conversations prennent un ton différent et le temps perd l'empressement de ceux qui courent après l'essentiel. Loi de l'identité ajoute pas seulement des fonctionnalités, il place la barre plus haut de l'ensemble du scénario où circulent les ressources. Bien sûr, l'image ancienne ne disparaît pas sans tentative de négociation. Au moment clé, elle murmure « Ne vous laissez pas emporter. La dernière fois, ça n'a pas marché. C'est pour quelques-uns. Ce sont les échos d'un ancien moi qui implore de continuer à exister. Mais celui qui se reconnaît désormais prospère n'a plus besoin de lutter contre ces échos. Il ne signe simplement plus aucune autorisation en leur nom. Le portrait change lorsqu'on cesse de poser pour le vieil appareil photo. À ce stade, on comprend pourquoi certains mouvements semblent ne pas fonctionner. Le mot peut être correct, le flux peut même exister, l'hypothèse peut avoir été vécue, mais si la personne se perçoit toujours comme une exception négative, tout revient à la normale. Le corps sent que la maison est devenue trop grande et déclenche des mécanismes de rétroaction. Loi de l'identité, c'est la conclusion de cette incohérence. Quand l'intérieur grandit, l'extérieur obtient l'autorisation de continuer à grandir. Dans le monde de la prospérité, l'identité est à la fois un plafond et un plancher. C'est la limite au-delà de laquelle on se sent envahi et la limite en dessous de laquelle on ne se laisse pas tomber. Ceux qui s'identifient à l'abondance établissent une minimum non négociable de dignité et d'un maximum naturel toujours en expansion. Ceux qui se perçoivent en marge alternent entre pics et creux, comme si la vie leur rappelait constamment leur ancienne adresse. Ce n'est pas que le monde soit hostile, c'est que la carte pointe toujours vers les mêmes vieilles rues. La bonne nouvelle est que l'identité, bien que profonde, est moulable, elle s'installe lorsqu'on la vit sans chichi, comme changer de vêtements et continuer sa journée. Et elle perdure lorsque la répétition crée de nouveaux chemins, là où il n'y avait auparavant que des raccourcis. C'est là qu'une autre loi devient indispensable, car les sauts occasionnels ne suffisent pas à capturer un autoportrait. C'est l'arithme qui imprime la nouvelle image sur l'invisible jusqu'à ce que rien ne puisse la nier. Si la prospérité a un fondement,
Il s'appelle constance, ce n'est pas l'éclair d'un effort héroïque qui soutient une nouvelle vie financière, mais le rythme qui ne faiblit pas lorsque l'euphorie passe. Loi de Constance montre que les pics d'intensité créent le bruit, les rythmes fidèles créent la réalité. Certains allument des feux dans le ciel de leur esprit pendant quelques jours, puis retournent à l'obscurité de leurs anciennes habitudes. D'autres entretiennent une flamme discrète et non négociable, jusqu'à ce que le paysage tout entier s'adapte à la lumière. Il est tentant de croire qu'un tournant décisif dépend d'un geste grandiose, une prière désespérée, une décision impulsive, un investissement qui sauvera tout. Ces événements peuvent ouvrir des portes, mais ils ne maintiennent pas la maison debout. Ce qui solidifie une transition, c'est la répétition, qui éduque l'invisible. La vie réagit moins à ce que l'on fait occasionnellement qu'à ce que l'on fait, problème comme ligne de base. La constance établit cette ligne, un ton stable que l'univers apprend à reconnaître et en le reconnaissant, répéter. Neville Goddard insistait sur le fait qu'une imagination soutenue crée la forme. Soutenue est le maître mot. Sans constance, le mot devient un écho, la circulation une impulsion, l'hypothèse un enthousiasme du week-end, la générosité verbale un épisode isolé, l'accord s'effondre au premier signe de friction et la nouvelle identité ne trouve plus de fondement. Avec constance, chaque loi acquiert un poids spécifique. Les pièces cessent d'être des pièges et deviennent climates et le temps, contrairement aux tempêtes, demeure. L'esprit non entraîné confond constance et dureté. Ce n'est pas le cas. La constance est douceur persistante comme l'eau qui persiste jusqu'à se frayer un chemin à travers la roche. La roche ne cède pas au cri, elle cède à la goutte qui revient au même endroit, jour après jour. La prospérité est cette érosion sacrée. Les habitudes de pensée, de sentiment et de compréhension de la réalité sont sablées jusqu'à ce que la rivière retrouve son cours naturel. Ceux qui recherchent l'explosion oscillent entre espoir et lassitude. Ceux qui honorent le rythme créent une paix qui se passe de spectacle. Il y a un moment dans le voyage où ça n'a pas encore changé à l'extérieur, et pourtant, quelque chose à l'intérieur il n'y a pas de retour en arrière, c'est le signe d'une constance qui mûrit. Vous remarquez que d'anciens réflexes tentent encore de refaire surface, mais votre corps refuse de les laisser s'installer. Le vieux récit arrive en retard sur scène, trouve les projecteurs tamisés et repart de lui-même. Ce n'était pas un miracle soudain, c'était l'accumulation silencieuse de jours où vous avez choisi la même fréquence, surtout dans ces moments sans public. Un loi de constance corrige également l'illusion du calendrier. Ceux qui vivent intensément veulent des résultats hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Ceux qui vivent avec constance acceptent station, sachez qu'il y a semaille, silence, germination et récolte, et que chaque phase requiert le même cœur et non le même paysage. L'inquiétude qui creuse la terre pour voir si elle a germé est la hâte qui arrache les racines. La constance n'accélère pas par la force, elle prend en charge jusqu'à ce que le temps soit venu. La constance est donc l'antidote à l'autosabotage. Le vieux dicton disait « Quand les choses commencent à aller bien, quelque chose ira mal ». Cette prophétie ne se réalise que lorsque le rythme est intermittent. Lorsque l'émission intérieure maintient son rythme, les revers cessent d'être des tragédies et deviennent des catastrophes, variations dans une chanson qui suit. Rien de ce qui se passe à l'extérieur n'a le pouvoir de décréter votre vibration lorsque celle-ci est déjà devenue habitude. La beauté de cette loi réside dans sa discrétion. Elle n'exige pas de publicité, elle exige répétition. N'exige pas la perfection, exige retour. Ceux qui le comprennent cessent de collectionner les commencements et commencent à collectionner les continuités. Résultat, le domaine, las des signaux contradictoires, finit par croire ce que vous dites être. Et lorsque le domaine vous fait confiance, la réalité accélère des ajustements qui semblaient auparavant impossibles. Ce n'est pas que tout devient facile, c'est que tout devient cohésif. La constance scelle alors le pacte entre toutes les autres lois. La parole, prononcée sur le même timbre, cesse d'être un exercice pour devenir un souffle. La circulation, répétée sans dramatisation, cesse de prouver la foi et commence à l'exprimer. L'assomption, habitée jour après jour, cesse de ressembler à de l'imagination et prend la place de l'identité. La générosité des mots, soutenue sans alternance de culpabilité et d'euphorie, établit des voies de retour claires. L'accord, maintenu lorsque personne ne regarde, perd les fissures par lesquelles le doute soufflait, et l'identité, cultivée au fil du temps, solidifie le plafond et élève le plancher. Certains se demandent si la constance ne prive pas de spontanéité.
Ce qui prive de spontanéité, c'est l'anxiété. Elle entrave, exige et exige. La constance libère. Elle prend soin de rythme. Et le rythme permet danse. Quand le rythme est assuré, on peut improviser sans se perdre, célébrer sans se laisser distraire, affronter l'imprévu sans perdre le cap. La véritable liberté ne réside pas dans l'intensité des sommets. Elle réside dans poules fiables qui traversent les jours. En fin de compte, le loi de constance, c'est le terrain qui ne cède pas. Il n'est pas bruyant, mais il est imbattable. Il vous apprend à préférer ce qui dure à ce qui impressionne, ce qui construit à ce qui distrait, ce qui harmonise à ce qui agite. Et lorsque cette préférence devient naturelle, l'argent cesse d'être un visiteur instable et devient un résident légitime, non par privilège, mais par cohérence. Une fois les 7 lois établies, le paysage devient clair, la parole qui crée, le flux qui fait bouger, l'hypothèse qui fonde, la générosité qui multiplie, l'accord qui unifie, l'identité qui soutient et la constance qui perpétue. Dès lors, la question cesse d'être « est-ce que ça va marcher ?» et devient « suis-je prêt à vivre ce que je sais déjà ?» Car, dans le domaine de la prospérité spirituelle, la connaissance sans constance est une visite. La constance est vivre. La prison la plus rigide n'a jamais résidé dans les chiffres, elle a toujours résidé dans les codes invisibles qui régissent votre façon de penser, de ressentir et d'espérer. En empruntant ce chemin, vous avez compris que le blocage à votre prospérité n'était pas la malchance ou le manque d'efforts, mais l'action silencieuse de lois spirituelles s'ignorées par presque tout le monde et actives tout le temps, que vous les reconnaissiez ou non. Maintenant, le scénario est clair. Vous comprenez que loi de la parole n'est pas un détail de langage. Cela façonne le champ dans lequel se déroule votre vie financière. Saviez-vous que loi sur la circulation maintient le pouls de l'abondance et cette stagnation est synonyme de pénurie? Loi de l'Assomptionnon. Montrez que les résultats ne viennent pas de ceux qui attendent une autorisation externe, mais de ceux qui habitent à l'intérieur de la fin choisie. Le loi de la générosité avec la parole a révélé que donner sans décret interrompt le cycle et que la multiplication est activée lorsque le geste mène à la bonne histoire. Avec le droit des accords, il est devenu clair pourquoi tant de gens hésitent. Sans cohérence entre parler, croire et espérer, l'univers reçoit des ordres contradictoires. Loi de l'identité exposée. Le plafond d'invisible qui limite ce que vous pouvez accomplir ou tenir, et à loi de constance tout scellé en transformant le principe en climat permanent. Ces 7 lois ne sont pas des embellissements conceptuels. Elles sont clés avec eux, vous cessez de négocier avec le manque et commencez à agir à partir d'une autorité qui ne crie pas, mais gouverne. Votre vie extérieure est rééduquée par vos décisions. Financière avec ta parole, autorisera avec votre identité et maintenira avec son rythme. Ce qui semblait autrefois aléatoire commence à obéir à une logique simple. L'extérieur suit inévitablement l'intérieur. Peut-être, au cours de ce voyage, avez-vous reconnu de vieux pactes de pénurie, des héritages émotionnels que vous ne souhaitez plus porter, des explications qui ne servent plus à rien. Cette reconnaissance ne condamne pas, gratuit. La pénurie n'est pas votre essence. Vous n'êtes pas né pour survivre avec les restes. Vous êtes né pour exprimer l'abondance, non pas par ostentation, mais par ordre naturel d'un esprit aligné. À partir de là, le choix vous appartient. Vous pouvez ranger ces lois au placard, comme une curiosité, ou les adopter comme fondement. Vous pouvez continuer à décrire l'ancienne réalité, ou décrète le nouveau. Vous pouvez insister sur l'intermittence ou supposer que rythme qui transforme les enseignements en territoire. Quand la décision est ferme, le chemin répond, non par caprice, mais parce que la loi est la loi. J'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Laquelle de ces lois a le plus touché votre âme et quel changement? Choisissez-vous d'inaugurer maintenant. Votre voix n'est pas un détail. Elle affirme votre appartenance, ouvre la voie aux autres et renforce l'atmosphère de ceux qui marchent à vos côtés. Si vous connaissez quelqu'un qui vit dans le cycle de l'effort sans retour, partagez cette vidéo. Parfois, une loi nommée est le mot de passe manquant pour déverrouiller un destin. Et si ce contenu a déclenché quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne. Non pas comme un geste automatique, mais comme un pacte avec votre changement. C'est un espace de clarté spirituelle et de prospérité consciente, où nous honorerons jour après jour loi de la parole, un loi sur la circulation, un loi de l'Assomption, un loi de la générosité avec la parole, un droit des accords, un loi de l'identité et un loi de constance. Ici, nous ne cherchons pas de miracles instantanés.
Nous cultivons des racines qui soutiennent toute une vie. N'oubliez pas, l'abondance n'est pas une récompense lointaine. C'est une fréquence auquel vous vous alignez lorsque vous décidez de vivre en accord avec ces lois. Vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux parmi nous qui s'éveillent, défaisant les contrats de manque et activant des codes qui se multiplient. L'argent n'est pas votre ennemi. Il est cerveau et apprend rapidement à obéir à une voix alignée avec le divin. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui a entendu parler de la prospérité spirituelle. Vous portez les clés. Et quand l'âme décide, l'univers entier conspire pour confirmer « tu es né pour prospérer ».